Bonjour à vous, je m'appelle Laurent Simon, j'espère que vous m'entendez bien, que vous êtes chez vous et que vous regardez le premier épisode de la première tournée, de la deuxième tournée du Deep Tech Tour. Aujourd'hui on est à Bordeaux, alors on est bien positionné puisque vous ne voyez pas forcément à la caméra, mais je suis entouré de laboratoires, entouré de chercheurs. C'est la première étape de cette tournée 2021-2022 du Deep Tech Tour, tournée nationale. On espère peut-être une tournée internationale un jour. En tout cas, moi, j'aimerais bien. Bordeaux pour commencer. Il y aura Nice, Grenoble, Clermont-Ferrand et Lyon avant la fin de l'année, toujours en ma compagnie. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Laurent Simon. Je suis journaliste et fondateur de The Meta News, un média à destination des chercheurs que je vous invite à lire si vous êtes chercheur ou si vous êtes dans l'environnement de la recherche. Bienvenue à tous. Je voulais juste vous préciser très rapidement le programme de cette journée. On va commencer par une séquence d'introduction avec les acteurs de l'écosystème. Alors il y aura BPI France, il y aura la région, il y aura la signature d'une charte de collaboration entre BPI France et la région, et s'en suivra plusieurs séquences, alors à la fois des témoignages, vous entendrez des chercheurs comme vous, des jeunes chercheurs, des chercheurs plus expérimentés qui se sont lancés dans l'innovation et qui vont vous apporter leur expérience et leur retour d'expérience par rapport à ces démarches-là. Vous aurez des tables rondes qui vous permettront d'y voir clair, peut-être plus clair dans cet écosystème qui est foisonnant. Alors, on va essayer d'apporter un petit peu de simplicité, un petit peu de limpidité dans cet écosystème. Et voilà, ce sera beaucoup de rencontres à la fois en présentiel pour ceux qui ont la chance d'être là et en virtuel, puisque vous aurez des séquences de matchmaking entre midi et 2, ainsi que des ateliers. Voilà, on a essayé de faire un peu pour tout le monde, c'est 2021. J'ai un peu de public devant moi, je vous salue. Et j'ai aussi du public, vous, à distance. Pour commencer, je voulais appeler sur scène Pierre-François Fournier, directeur exécutif de BPI France, et Emmanuel Tunon-Delara, qui est président de l'Université de Bordeaux, pour tout simplement nous dire un petit mot de bienvenue. Vous pouvez vous asseoir à ma droite et à ma gauche, à distance réglementaire. Merci le Covid. Bonjour à vous deux. Et merci de recevoir le Deep Tech Tour et merci d'avoir organisé, si on peut commencer comme ça. Peut-être un petit mot, Monsieur Tunon-Delara. Pourquoi le Deep Tech Tour? Enfin, surtout pourquoi l'avoir accueilli ici? On sait qu'on est, je l'ai répété, on est déjà entouré de laboratoires. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous le Deep Tech Tour et de manière plus générale la Deep Tech à l'Université de Bordeaux? Bien, d'abord, merci de débuter ce deuxième tour ici à Bordeaux. C'est à différents égards emblématique. Je pense qu'aujourd'hui, moi je suis président d'université, la préoccupation et l'envie d'innovation est quelque chose qui est devenu structurel dans les universités. Je pense que les universités sont un vivier d'innovation qui est encore largement inexploité. Je pense que les universités regroupent des millions d'étudiants. L'expérience bordelaise dans l'entrepreneuriat étudiant est assez emblématique, formidable, enthousiasmant. Je pense qu'il y a des talents dans les universités françaises qui doivent contribuer à cette démarche nationale. Et aujourd'hui, on a le Deep Tech Tour, on est aussi dans un contexte de France 2030 avec cette volonté de réindustrialisation, un appel du président de la République à ce que tout le monde y contribue. Je crois que les universités y sont prêtes, elles ont fait leur chemin. Si vous êtes dans un des temples de la recherche en neurosciences, et vous verrez avec les exemples qui existent ici, comment on peut construire un écosystème. La France est performante en innovation. En revanche, elle a des talents, mais elle a une très large marge de progression. Elle peut devenir un leader international dans le domaine de l'innovation, à condition que tout ce tissu qu'on appelle souvent l'écosystème s'organise et puisse s'organiser de manière plus efficace. Je pense qu'on est prêt et pour moi, la venue de BPI France
on s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises, est tout à fait importante, stimulante. Et vous verrez qu'il y a de très beaux exemples où on travaille très bien ensemble. On va les entendre, les exemples. Hein. Le premier étant dans quelques minutes, dans à peu près une vingtaine de minutes, l'exemple de Trifrog, dont on entend beaucoup parler avec son président, le président du conseil d'administration, qui s'appelle Jean-Luc Trioux, qui viendra vous présenter ce qu'est Trifrog et pourquoi aujourd'hui cette start-up suscite autant d'espoir. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est une start-up, parce que là, ça prend une ampleur très importante. Paul-François Fournier, vous êtes directeur exécutif BPI France en charge de l'innovation. Vous êtes un peu notre hôte ici. Le Deep Tech Tour, il y en a déjà eu une première édition l'année dernière. Il y a eu un grand plan Deep Tech qui en est finalement l'émanation. Pourquoi avoir remis le couvert quelque part aujourd'hui dans cette deuxième saison du Deep Tech Tour? Parce qu'en fait, c'est un mouvement qui s'est engagé et qu'un mouvement, ça s'alimente et ça évolue. Effectivement, le plan Deep Tech a 2 ans, avec cette ambition qu'a parfaitement présenté le président Tudon de Lara, qui est en fait de faire en sorte que tout le savoir exceptionnel des universités participe encore plus à la réussite économique de notre pays. Et pour ça, il faut bien reconnaître qu'on va avoir des moyens qui sont considérables, qui vont nous permettre d'accompagner et de faire grandir ces entreprises. Dans ce plan Deep Tech, on a l'ambition de faire 500 startups Deep Tech par an. Qui nous permettront de retrouver la dynamique de l'Angleterre. Hein. Moi, c'est un de mes mantras, c'est de se comparer à des gens qui nous ressemblent. Et l'Angleterre est dans une dynamique de start-up qui est, si on fait ces 500, on rattrapera cette ambition. On n'en est pas encore là. Et donc, le Royaume-Uni ou l'Angleterre, vraiment l'Angleterre Non, l'Angleterre, ouais, absolument. Et donc, on n'en est pas là. Et donc, l'ambition que l'on a, collectivement, je crois, c'est d'atteindre cet objectif. Pour ça, il y a des moyens, mais il y a aussi beaucoup d'expérience, en fait. Le sujet, c'est de mieux travailler ensemble, de faire en sorte que, en particulier, les chercheurs voient l'entrepreneuriat et voient le transfert de technologie au sens large comme un moyen de créer de la valeur et pas en opposition. Et donc, c'est par ce type, je crois, d'événements qu'on partage l'expérience, que j'espère aujourd'hui, 1, 2, 3, 4 PhD ou chercheurs vont se dire bah, tiens, je vais probablement essayer de faire évoluer mon parcours pour faire en sorte que ça existe. Voilà, donc ce Deep Tech Tour numéro 2, il est assez symbolique justement de ce mouvement aussi, puisqu'il est fondamentalement beaucoup plus local. Il a été construit, et merci Monsieur le Président, par les équipes de l'université, par les équipes de la SAT, par les équipes de la région, par les équipes de la direction régionale de BPI France. C'est quelque chose qui permet aussi d'apprendre à mieux travailler ensemble. Et donc, il est au fond plus représentatif de là où la valeur de ces deep tech, c'est en fait dans les pôles universitaires, en local, avec des gens qui travaillent, qui se connaissent et qui savent le mieux, j'allais dire, extraire la valeur incroyable qui sont dans les lieux dans lesquels on est aujourd'hui. Merci à vous. Vous allez voir, il n'y a pas une bonne manière de faire de la deep tech. Il y en a en fait plusieurs. Les startups en sont une, mais on peut aussi faire une startup en ne sortant pas de son labo, puisque ce sera le cas notamment de Christophe Mull, que vous entendrez en tout début d'après-midi. Il y aura des séquences de témoignages. Merci à vous deux. On va vous revoir dans un instant pour la signature de la charte de convention au niveau local qui va vous lier si ce n'était pas déjà fait. Mais en attendant, je voudrais quand même appeler sur scène, merci à vous, je voulais appeler sur scène 2 représentants de la région, puisque là on est en région Nouvelle-Aquitaine, hein, avec la nouvelle très grande région Nouvelle-Aquitaine, en la personne de Françoise Janson et Dominique Rebière, que j'invite à me rejoindre sur scène. J'ai déjà Dominique Rebière. Bonjour. Bonjour à vous, asseyez-vous, je vous en prie. Merci à vous. Françoise Janson ne va pas tarder à arriver, j'imagine. Non, elle n'arrivera pas. Bon, bah, écoute, on fera sans Françoise Janson, qu'on salue si elle nous voit. J'espère qu'elle n'est pas coincée dans les bouchons ou ailleurs. Dominique Rebière, vous êtes délégué régional à l'Académie en charge de la recherche et de l'innovation. Donc finalement, la bonne personne pour nous parler de Deep Tech. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, qui sont des chercheurs, jeunes, moins jeunes, ou PhD? Tout d'abord, merci
pour cette invitation et pour dire tout simplement que côté du gouvernement français, l'important c'est de bien montrer que investir dans l'innovation, c'est avant tout construire la croissance de demain. Donc pour le gouvernement, et cette dimension, on l'a déjà évoqué, du moins le président Manuel Tunan-Lara l'a dit en quelques mots, avec France 2030, on a eu le plan de relance, la crise sanitaire est passée par là, c'est effectivement France 2030, c'est une ambition derrière d'indépendance française mais européenne. Alors France 2030, je vous interromps, tout le monde ne le sait pas au bout de la caméra. Un plan d'investissement qui a été lancé par Emmanuel Macron, il y a 3 semaines ou un mois de ça maintenant, 30 milliards sur en particulier 5 grands chantiers de tout à fait, et qui vise effectivement de rendre, je dirais, une indépendance sur le plan à la fois environnemental, industriel, technologique, sanitaire, et donc prendre un temps d'avance, entre guillemets, sur certains secteurs stratégiques. Voilà, donc c'est vraiment cette ambition. Et à travers ces exemples, donc il n'y a pas que France 2030, hein, bien sûr, c'est l'actualité du moment, comme vous venez de le dire, mais il y a d'autres éléments, et donc en particulier le plan Deep Tech, France Relance, on l'a dit, mais le PIA, qui sont tout un tas de vecteurs qui permettent de financer l'innovation au plus près des différents lieux comme les universités, les organismes de recherche, voilà. Et comment la région s'implique du coup dans cette démarche d'innovation et de tech plus particulièrement? Moi, je représente effectivement l'État en région. L'État en région. Voilà. Et nous participons. Alors bien sûr, il y a des opérateurs, pays en est un, d'accord. Mais côté des universités, il y a toute une stratégie qui se développe avec différents soutiens, différentes initiatives qui sont portées notamment par le PIA et qui permettent de renforcer. Et comme il a été déjà dit, il y a une marge de progression fantastique. On touche aujourd'hui très peu, je dirais, de collègues universitaires sur le champ de l'innovation. C'est un nombre limité de personnes. C'est d'intensifier, de faire comprendre que, au-delà de la publication, qui est l'exercice, je dirais, phare d'un chercheur, c'est d'aller au-delà. Alors, il y a déjà de beaux succès qui ont été réalisés ces dernières années. On a de très belles histoires. Vous avez cité Trifrog. On va entendre tout à l'heure, voilà, la présence de Jean-Luc Treilloux. Tout à fait. Il y a d'autres entreprises qui ont montré, et il faut changer. Il faut changer un petit peu la façon de faire, mais aussi d'orienter très tôt vers les dimensions qui sont en lien avec le monde de l'entreprise, c'est-à-dire de faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'économie, qu'est-ce que c'est que tous ces objets, et de faire de la valeur, c'est-à-dire dès l'entrée à l'universitaire, sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat, de bien faire comprendre un petit peu les nouveaux mécanismes. Donc il y a ce qu'on appelle les pôles pépites qui sont portés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais qui ont pour ambition de mieux faire comprendre l'exercice de valorisation qu'on peut avoir dans les laboratoires de recherche. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure, cet exercice quelque part d'acclimatation à l'innovation, c'est encore naissant, c'est-à-dire que peu de gens l'ont en tête. On a fait une belle progression dans les 10 dernières années. Je veux dire, c'est essentiellement, je dirais, avec la naissance du PIA, on a vu tout un tas d'initiatives qui se sont inscrits dans nos universités et qui visent à cette transformation. Voilà. Merci Dominique Rebière. Je crois voir François Janson. Mais vous voulez ajouter quelque chose? Juste quelque chose qui est important pour moi aussi en termes dans la réussite, dans les belles réussites de nos startups que nous avons en région. On peut voir que cette belle réussite, elle passe par attirer des talents et fidéliser aussi ces talents qui doivent être très complémentaires. Et cette culture du complémentaire, ça passe aussi par des formations avec une culture croisée. Et il faut justement créer cette dynamique collective. Et c'est vraiment ensemble, collectivement, avec les organismes de recherche, les universités et tous les partenaires de la innovation qu'on pourra transformer cela. Donc c'est vraiment une œuvre collective qui doit être portée, et c'est réellement la capacité d'exécution qu'on doit avoir ensemble. Voilà. C'est les belles histoires qu'on raconte. Trifrog, puisque vous en parliez il y a quelques minutes, c'est aussi, si on regarde cette histoire, c'est vraiment un bel exemple de réussite. Alors, justement, il faut donner cette envie à l'ensemble des collègues. On va entendre Trifrog, vous l'avez dit effectivement, il y aura aussi Coralive Therapeutics, il y aura Retinet, en la présence de Soufiane Ajana, et il y aura Toupie Organics, je l'ai déjà dit. Peu importe. François Janson, je vous appelle, vous pouvez rester avec nous, Dominique.
Je vous appelle à nous rejoindre. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir à ma droite. Merci. J'aurais dû me souvenir que les chercheurs étaient toujours à l'heure. Je vous prie de m'excuser. On a commencé à 10h01. Parfaitement à l'heure. Merci de nous rejoindre, pas de souci. Vous êtes vice-présidente en charge de la santé et de la silver economy à la région Nouvelle-Aquitaine. Déjà, merci de quelque part nous recevoir ici. Et on voulait entendre un peu votre analyse, votre implication dans cette démarche qu'est la Deep Tech, que vous l'expliquiez aux chercheurs. C'est la caméra blanche, les chercheurs, en fait, c'est ceux qui sont à distance nous écoutent et nous voient par cette caméra. Et voilà, si vous avez un mot à leur dire. D'abord, bonjour à tous. D'abord, je voulais remercier et l'Université et BPI d'inviter la région à vos côtés aujourd'hui pour cette journée assez importante. Et je suis très fière de représenter Alain Rousset, qui aurait certainement été très heureux. Il est toujours très heureux de venir ici. Il aurait été très heureux du sujet de cette rencontre. Alors, 3 points. D'abord, je pense que le fait qu'on soit là, ce n'est pas de la politesse, c'est de montrer aux chercheurs qui sont ici, à ceux qui nous regardent, qu'il y a vraiment une étroite coopération quotidienne, je pense quotidienne vraiment, entre les équipes de BPI, les équipes de l'université, les équipes de la région. Et je voudrais recommencer par leur rendre hommage, parce que dans les services, dans tous les services, dans les milliers de personnes que ça représente, on sait combien tous les jours, entre ces différentes structures, il y a des réunions, il y a des notes qui s'échangent, il y a des conseils, il y a des informations, tout ça au service des chercheurs, de la création d'entreprises et du soutien des entreprises. Et c'est vraiment quelque chose qui se tisse tous les jours comme une espèce de toile pour soutenir les chercheurs. En fait, le premier mot que je me disais, je vais leur dire, ceux qui veulent créer leur entreprise ici, ce qu'on fait ce matin, c'est pour montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Le problématique du chef d'entreprise, c'est qu'il est tout seul. Et tout ce réseau qui se maille et qu'on démontre ce matin, c'est le fait qu'effectivement, ils ne sont pas tout seuls et on est là pour les accompagner. Ensuite, dire 2-3 choses sur ce que fait la région, peut-être. Alors, la région, je pense que tous le savent ici, depuis 20 ans, on fait ce qu'on présente aujourd'hui, dans l'objectif, effectivement, de réindustrialiser cette région, de créer une dynamique économique et industrielle. C'est d'abord aider les laboratoires et les chercheurs au travers de plusieurs outils que sont l'appel à projets, que sont le soutien à des grands projets comme celui dans lequel on se trouve, mais comme l'IHU Lyrique, comme l'Institut d'optique, comme l'Institut de la vigne et du vin, c'est-à-dire soutenir très fortement, avec un très fort engagement, des dynamiques de recherche, de l'attractivité pour les chercheurs avec les chaires, du soutien aux équipements, pour appuyer la recherche et la recherche concrète. Ça, c'est la première chose. Et je crois que ça porte ses fruits. Et ça a été démontré par des travaux sur l'attractivité de la région et sur la création d'entreprises. La deuxième chose, c'est d'aider les startups et les aider de différentes façons. Je crois que c'est la question qui a été posée à Dominique tout à l'heure. Ce que fait la région pour aider, d'abord, c'est aider concrètement au départ financièrement, ce qui est une chose qui est souvent très utile. Avec chaque année, je regardais les chiffres tout à l'heure, chaque année, c'est une centaine de startups qui sont créées dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui comprend, je le rappelle aussi, Bordeaux, Limoges, La Rochelle, Poitiers, Limoges, La Rochelle. Très grande région Nouvelle-Aquitaine. C'est pour dire que le Deep Tech Tour peut aller faire des tours aussi là-bas. Donc c'est près de 100 startups créées chaque année, avec des aides d'environ 10 millions pour la région. Ça fait 450 startups depuis 2017. Donc des aides financières qui peuvent être aussi des aides à aller chercher de l'argent européen. C'est aussi des aides plus collectives. Comment est-ce qu'on finance des structures comme ADI, comme Unitech, qui vont ensuite accompagner les startups au quotidien. Et ça va être de l'aide aussi aux startups dans l'accompagnement, la création de l'entreprise, en travaillant en particulier avec la SAT, mais également de l'aide collective, soit en appuyant des clusters, des groupes d'entreprises dans lesquels les chefs d'entreprise peuvent se retrouver, soit aussi en emmenant les startups dans des salons, que ce soit en France ou à l'international,
pour présenter ce qui est fait, pour valoriser leurs travaux, pour leur présenter des clients. Donc il y a tous ces travaux-là qui sont faits pour soutenir les startups. Et puis ensuite, une fois que vous avez gagné, le troisième volet d'aide de la région, une fois que la start-up s'est constituée, qu'elle veut grossir, ça va être aussi la question des capitaux, avec la capacité de la région, au travers d'un certain nombre de fonds, d'investir en haut de bilan dans les entreprises qui sont créées. C'est vraiment un bel accompagnement. Alors ici, il y a la très belle histoire d'Aelis, dans laquelle la région elle-même s'est investie, mais il y a d'autres entreprises dans lesquelles la région peut investir financièrement en étant, je dirais, un actionnaire de l'entreprise. Et ça, pour des entreprises qui sont fragiles, d'avoir des capitaux forts soutenus par la région ou par les fonds régionaux, c'est ensuite un appui certain, je dirais, c'est des bonnes bases pour ensuite aller discuter avec d'autres financeurs ou dans des levées de fonds. Je relis mes notes. Et vous êtes un actionnaire bienveillant, bien sûr. On est un actionnaire régional. Bienveillant, mais régional. Parce que l'idée de fond, c'est quand même de dire, on accompagne les chercheurs, on accompagne la recherche, les chercheurs, les doctorants, etc. On accompagne la création d'entreprises. L'idée, c'est que ces entreprises, elles se développent ici. L'idée, c'est que l'idée qui germe dans le concept qui naît dans la tête d'un chercheur. Alors moi, je suis plus spécialement sur la santé, mais la santé, c'est quand même 27% des créations de start-up dans la région, mais même dans d'autres domaines. L'idée qui germe, qu'elle n'aille pas directement pour être testée dans des grandes entreprises multinationales qui viennent de Chine ou qui viennent des États-Unis, parce que c'est elles qui viennent ici proposer leurs services. C'est que nous, on soit capable de les développer et que ces startups, ensuite, elles vont vivre leur vie, ou bien que ces idées, elles soient reprises en coopération plutôt avec des acteurs régionaux ou nationaux qu'avec des acteurs qui viennent de l'autre bout du monde, même s'ils sont beaucoup plus lourds. C'est ça, la bienveillance de la région, ça va être ça. Se développer ici, croître et devenir des ETI régionales ou multinationales basées dans cette région. Merci beaucoup François Janson, merci beaucoup Dominique Rebière, pour avoir adressé ce mot à ceux qui nous écoutent, aux chercheurs qui nous écoutent. On va passer à la séquence suivante. Je vous remercie, je vous invite à descendre. On va passer à la séquence suivante un petit peu plus solennelle, puisque c'est la signature d'une convention de partenariat entre BPI France et l'Université de Bordeaux. Pour ça, je rappelle plutôt, puisque vous les avez vus à l'instant sur scène, Pierre-François Fournier, Manuel Tunon de Lara, ainsi que Laurent de Calbiac, qui est directeur régional de BPI France, que vous n'avez pas encore vu, et qui va, on voit la table approcher pour la signature. Venez messieurs, on va rester debout parce que si on s'assoit, on ne nous verra plus du tout. Allez-y. Voilà. Bonjour à tous. Alors avant de signer, juste expliquez-nous ce que vous allez signer peut-être. On va commencer comme ça, puis ensuite après la signature, on expliquera un petit peu les enjeux. Qui veut débuter? Monsieur Tunon de Lara. En un mot, cette charte. C'est un engagement pour finalement accompagner ce mouvement qui a déjà été initié. Alors cette charte, elle est très riche parce qu'elle permet à la fois d'accompagner les vocations avec les étudiants, avec l'entrepreneuriat, mais aussi d'accompagner dans des étapes un petit peu plus concrètes les doctorants, et puis avoir aussi des actions qui finalement vont dans le sens de ce que vient de dire Françoise Janson. Nous, on est en train de construire un écosystème. Je ne sais pas si c'est un bon terme, mais en tout cas, on est en train de construire une organisation régionale collective qui nous permet d'exploiter au mieux les talents et le fruit de la recherche. Et je veux insister sur un point. Ce ne sont pas deux visions de l'université avec une vision qui serait utilitariste, industrielle. Il est bien connu que dans le monde, pour faire de l'innovation, pour avoir des pépites comme celles que vous avez évoquées, qu'on va illustrer, ce qui compte, c'est d'avoir un tissu de recherche fondamentale, avoir un investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche qui soit
à la hauteur de ses ambitions. Et tous les pays qui réussissent, ce sont des pays qui investissent beaucoup, très en amont. Et il faut rendre hommage de ce point de vue-là, et évidemment, à tout ce collectif, et à la région qui a su aussi investir en amont pour la recherche. Et évidemment, l'université en est l'épicentre, avec les organismes, avec notre société d'activation, enfin avec notre Aquitaine Science Transfert, hein, la SAT s'appelle Aquitaine Science Transfert, et donc les actionnaires sont les universitaires, les organismes. Et ça doit être l'épicentre, ça doit être le moteur, ça doit être le cœur du réacteur. Et la charte consigne, ça va servir à faire fonctionner ce réacteur-là. Voilà, pas d'innovation sans recherche, bon, c'est une évidence, mais on va quand même le rappeler, puisque beaucoup de chercheurs qui nous écoutent, on n'est pas là pour parler que d'innovation, la recherche c'est bien la base, c'est le socle. Pierre-François Fournier, Laurent de Calbiac, vous voulez... Juste pour ajouter quelques mots, l'idée c'est que cette charte soit vraiment la pierre angulaire d'une collaboration renforcée, vous l'avez déjà cité, entre bien sûr l'Université de Bordeaux, BPI France. D'ailleurs, il y avait eu un groupe de travail qui avait impliqué l'Université de Bordeaux, Paris-Saclay, hein, et les directions régionales de Grenoble et de BPI France pour bâtir cette charte. Je crois qu'il sera amené à être déployé dans les villes que Paul François a citées tout à l'heure. Donc l'idée est vraiment pierre angulaire, collaboration renforcée avec tous les acteurs de l'écosystème autour de nos deux établissements, et bien sûr la région, bien sûr la SAT. L'information sera diffusée, c'est une démarche collective finalement. J'allais dire, pour citer le dicton bien connu, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Dites-nous un peu plus sur quelques éléments d'analyse, vraiment sur le fond de la charte que vous avez signée. C'est pour travailler plus ensemble, mais bon, j'imagine que vous travailliez déjà ensemble. Bien sûr, on travaille ensemble, mais je crois qu'il y a 5 piliers précisément, mais sans tous les citer. On veut que les doctorants ou les chercheurs qui ont des projets de création de start-up soient vraiment pas seuls et soient rapidement accompagnés et bien financés, puisque assez rapidement, nous, notre vocation, c'est aussi financer l'éclosion et le développement de ces startups en collaboration avec les équipes de la région, des autres financeurs publics ou privés, qui soient directement en capacité à avoir toutes les informations nécessaires pour ne pas perdre de temps dans ces phases cruciales. Oui, puis en fait, c'est l'équipe de Bordeaux, j'allais dire l'équipe de France bordelaise du transfert de technologie et de l'innovation qui se concrétise. Donc voilà, je crois que c'est aussi comme ça qu'on passe des étapes. On avait un premier Deep Tech Tour très national avec une ambition. Moi, je suis ravi de voir aujourd'hui que en fait, ce Deep Tech Tour, et la signature de cette charte en est l'exemple, c'est en fait une dynamique qui est devenue complètement nationale. Et encore une fois, c'est ici, c'est dans ces écosystèmes que vont se créer la valeur, moins à Paris, pour être tout à fait honnête. Et pour continuer un petit peu dans la description de cette charte, de telles chartes seront signées dans d'autres régions, dans les prochaines étapes du Deep Tech Tour. Hein, Absolument. On a vocation à déployer cette charte dans les principales villes où on va faire le Deep Tech Tour. Laurent de Calbiac, vous le disiez tout à l'heure, un chercheur peut parfois se sentir seul. Alors il a une idée, il en aura peut-être, voilà, ce genre de journée est là pour ça. Mais ensuite, qui est-ce qu'on va voir en fait, c'est à ça que vous tentez à cette question que vous tentez de répondre. C'est ça, en fonction des besoins de la maturité, on va bien sûr voir BPI France, on va voir la région, on va voir la SAT, et tous les partenaires de l'écosystème. J'allais dire à chaque cas sa spécificité, mais il ne faut pas passer à côté de capacités. Je pense que collectivement, le pays a mis en place énormément d'outils. L'idée, c'est qu'on travaille tous en réseau, parce que des fois, on a tendance à perdre du temps dans ces phases-là. Et comme plus on se connaît, plus on accélère le réseau, justement. L'idée, c'est d'orienter les créateurs rapidement sur les bons outils. Alors, je vous propose de passer à la signature de cette charte. On dira un tout petit mot après, mais voilà, vous avez chacun un stylo, chacun un parapheur. Donc, je vous laisse signer. Alors, c'est fait du côté de l'Université de Bordeaux, mais on vient de signer la charte. Et les parapheurs tournent. C'est le ballet des parapheurs. J'essaie d'occuper le temps comme je peux, hein, vous l'avez compris.
Très bien, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est fait. On peut le montrer officiellement. On a la chance d'avoir un peu de public quand même. On est une centaine de personnes ici. Merci à vous. Merci. On peut se rasseoir un instant. J'ai juste encore un petit mot à vous dire avant de passer à la séquence suivante. Mettez-vous à côté de moi ici. On a la table voilà, en face de nous. Merci beaucoup. Juste un dernier petit mot aux chercheurs qui nous écoutent de la part de vous trois. Je vais commencer par vous, Laurent de Cabec. Finalement, vous êtes un peu la tête de pont en région de l'innovation. Les chercheurs, vers qui doivent se tourner en premier? C'est quoi le premier réflexe quand on a une idée, tout simplement? Nous, on les accueille évidemment, l'équipe sous l'autorité de Nathalie Arrojo de Charrette d'Affaires Innovation de la Direction régionale de Bordeaux peuvent les accueillir, les orienter sur le concours iLab, qui est souvent aussi une porte d'entrée pour commencer à parler de son projet avant la création de la start-up. Et ensuite, il y a tout un continuum de possibilités. Il y a iPhD, iLab, là, pour annuel donc d'innovation. Et puis bien sûr, il y a des appels à projets, il y a les aides à l'innovation et bien sûr la SAT qui aide à maturer les projets pour les chercheurs. La SAT, vous le dites, Pierre-François Fournier, c'est la SAT qui va aux chercheurs ou c'est les chercheurs qui vont à la SAT? Comment ça fonctionne? Je vois Maëlys. On entendra tout à l'heure. Je crois que la force de la SAT, Bordeaux Sciences, Aquitaine Sciences, pardon, autant pour moi Maëlys. Maëlys Chuisseau est dans la salle. La force de Aquitaine Sciences Technologies, c'est justement d'être complètement au cœur de cet écosystème. Et donc, je ne sais pas si l'un vient à l'autre ou l'autre vient, mais au fond, c'est complètement, et je vois le président qui va nous en dire plus, parce que c'est complètement au cœur de la vie de l'université. Et c'est, je crois, la force de ces structures aujourd'hui d'avoir su s'intégrer et s'implanter au sein des universités pour répondre à plein de questions d'abord très concrètes et puis ensuite aider à la maturation et trouver le bon chemin qui vont permettre ensuite de financer un projet. Vous confirmez, Emmanuel Tunon de l'ARN? Oui, alors effectivement, Aquitaine Sciences Transfert, on en reparlera, c'est une filiale avec des actionnaires qui sont les acteurs universitaires et les organismes de recherche. Donc effectivement, dans cette filiale Aquitaine, l'Université de Bordeaux est très fortement représentée parce qu'en fait, Aquitaine Sciences Transfert, ça a été le fruit de ce qu'avaient fait les universités avant, qui était déjà un chemin vers la professionnalisation dans les métiers de la valorisation. Puis ensuite, il y a eu effectivement la fonction de la maturation. C'est pour ça que les SAT avaient été construites, qui a été extrêmement importante. Donc, les chercheurs vont vers la SAT, en particulier lorsqu'il y a des projets de maturation. Après, nous, l'Université de Bordeaux confie à la SAT la négociation des projets. Et maintenant, on a aussi les fonctions d'incubation qui ont été associées. Donc, on a en fait tout le spectre finalement qui est assuré par notre filiale, si j'ose dire, en partenariat avec les autres établissements du sud de l'Aquitaine. Et ce qui est très important pour nous, vous parliez des chercheurs, et Dominique Rebière a dit ça, on a quand même une proportion de chercheurs, enseignants-chercheurs, qui sont très investis, qui ont beaucoup de projets, mais ça reste une proportion qui est minoritaire, qui sont peut-être un peu les mêmes parce qu'ils connaissent bien, parce qu'ils ont cette culture-là. Donc il y a un gros travail à faire de pénétrance, en quelque sorte, beaucoup plus large dans l'écosystème. Ce n'est pas toujours facile, il faut que ça soit mieux reconnu, il faut aider les chercheurs, les enseignants-chercheurs. Si on ne reconnaît pas la fonction et la mission d'innovation, la création d'une entreprise, celui qui... Quand on innove, on ne publie pas par définition, donc en tant que chercheur, on peut. On peut, mais c'est quand même un certain nombre de sacrifices,
un pari, on fait l'aéronautique aussi. Oui, il y a Attendez, l'hélicoptère qui vient de passer pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Et donc, il faut accompagner. C'est pour ça que c'est très important. Parce que lorsque vous interrogerez les chercheurs ici présents, voilà, que Christophe Mull, que je vois ici, qui est chez lui dans un environnement de neurosciences, ouais, il n'était pas obligé d'aller vers la création d'une entreprise qui marche. Donc, au-delà du concept, au-delà de sa découverte, de ce qu'il veut, il faut pouvoir lui assurer une forme de reconnaissance de ce qu'il fait aussi au plan académique. Et là, il y a un large travail à faire. Puis après, On entend que c'est encore à faire, cette reconnaissance elle est en train de cette fonction d'innovation, oui, on va dire. mais ça dépend des politiques des universités. Si c'est la politique de l'université, à ce moment-là, et à l'université, il y a des services, il y a des vice-présidentes. Je salue Éric Papon, qui est le vice-président en charge de l'innovation et de la relation avec les entreprises. C'est chargé de sens. Ça veut bien dire ce que ça veut dire pour une université. Et des services, à ce moment-là, qui doivent accompagner les chercheurs. Et puis, plus en amont, il y a les étudiants. Et je pense que vous avez cité Pépite, mais l'entrepreneuriat étudiant, la façon dont on ancre l'entrepreneuriat dans les études, avec une approche interdisciplinaire qui est très importante. Aujourd'hui, il y a peu de projets qui n'ont pas une dimension économique, et c'est très bien. Mais c'est ça qui incite ensuite à la vocation d'entreprendre. Puis après, des lieux que l'on partage, où on peut aider les étudiants. On a des prix d'entrepreneuriat. Et puis il y a de très belles réussites aussi qui viennent des étudiants eux-mêmes. Les étudiants ont incontestablement du talent pour entreprendre. On a quelques minutes, donc je vous laisse réagir. Non, mais vous. je bois les paroles du président. Je trouve extraordinaire, pour être tout à fait transparent, de voir l'engagement des présidents d'université qu'on a vu dans le premier Deep Tech Tour et qu'on voit dès à présent dans le deuxième Deep Tech Tour. C'est pour nous un vrai appui extraordinaire pour réussir ce pari collectif. Nous, on a fait une petite étude qui montre que les choses quand même sont à portée de main sur les PhD, qui sont une population qui est effectivement probablement du fait de sa jeunesse aussi sensible à cette dimension. 44% d'entre eux disent vouloir avoir une dimension entrepreneuriale dans leur parcours. 44%. Donc on voit bien quand même qu'on a un terreau. Alors ils nous disent aussi 66%, on ne sait pas bien comment faire. D'où la signature de cette charte pour qu'on se coordonne tous mieux, plus, pour faire ce réseau dont Laurent parlait tout à l'heure, pour arriver à trouver des solutions, parce que chaque cas est particulier. Et donc voilà, on a une très belle feuille de route devant nous et de quoi faire, en fait, la France, un pays, on n'a pas parlé de réindustrialisation, mais réindustrialiser, parce que ces entreprises sortant des laboratoires, elles ont une qualité qu'on voit moins dans le digital, il faut bien le reconnaître, c'est qu'une petite majorité d'entre eux, une petite moitié d'entre eux, mais une moitié quand même, sont à vocation industrielle, c'est-à-dire qu'auront un projet à un moment d'usine. Et donc là, on voit bien le lien qu'on refait entre la technologie, l'industrie, les territoires. Et c'est passionnant, ce lien donc, entre la tech et la fab, et puis des enjeux de société comme la santé et comme le green. Donc voilà, c'est ici que ça se construit pour les 10 ou 20 ans qui viennent. Vous le disiez, le numérique, c'est un peu partout. La santé, les biotechnologies et autres, c'est plus ancré dans les territoires, puisqu'il faut bien des cerveaux et des chaînes de fabrication. Une question que je vous pose à vous trois. La génération qui vient, celle qui nous écoute certainement, et celle qui suivra, est-ce qu'ils ont envie d'innover, on va dire, de monter une boîte, pour le dire de manière plus prosaïque, comme hier, c'est-à-dire qu'il y a une quête de sens, une forme d'aspiration, on doit réparer des choses, on sent qu'il y a parlé de green tech à l'instant. Est-ce que les projets et la manière de faire, c'est les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Alors que ça ne s'appelait pas forcément l'innovation il y a 10 ans, par exemple. Moi, j'observe que la génération d'aujourd'hui, elle va d'abord vouloir donner un sens à ce qu'elle fait, à la fois dans ses études et dans leurs projets.
et qu'on peut avoir des parcours qu'on n'avait pas avant, mais aujourd'hui, la génération d'étudiants, elle est peut-être moins prête à rentrer dans des parcours tubulaires qui débouchent sur un résultat attendu, un ancrage dans tel ou tel type d'entreprise. Il faut qu'il y ait du sens. Toujours le sens. Il faut qu'il y ait du sens dans ce qu'on est en train de faire pour l'environnement, la planète, la santé, peut-être aussi la relation entre les hommes, la dimension économique. Je pense que les étudiants aujourd'hui et demain ne vont pas créer des entreprises dans le sens où ils ne le feront pas à n'importe quel prix, dans n'importe quel objectif. Il faut que la raison d'être de ce qu'ils vont créer corresponde à leurs convictions et à la façon dont ils se situent aujourd'hui dans la société. Ça doit résonner par rapport au monde dans lequel on vit. Laurent de Calbiac, vous avez juste le fruit de l'observation. Moi, ce qu'on peut voir, nous, depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a quand même une acculturation, je dirais. Paul François parlait des 44% de PhD qui envisagent de créer leur entreprise. La culture de l'entrepreneuriat quand même diffuse. Donc on a évidemment dans l'ensemble de projets qu'on accompagne pas encore suffisamment de projets deep tech, mais il y en a de plus en plus. Projets issus de chercheurs. Et il y a quand même cette culture économique qui diffuse. Je pense que BPI France en est aussi modestement contribue un peu à ça. Et aujourd'hui, ce type de réunion, c'est un peu l'objectif aussi. Je suis d'accord que ça ne se décrète pas. On veut qu'il y ait une centaine de startups aussi industrielles. Mais si on met tous la main à la pâte, j'allais dire, on y arrivera. Merci à vous. Paul-François, si vous voulez dire un mot, vous êtes le bienvenu. Sinon, je vous invite à... Non, je remercie encore, Monsieur le Président. C'est un bonheur pour moi d'être ici à Bordeaux. Merci à vous de votre accueil. Merci à vous. Merci à vous trois.